c'est l'organisation temporelle du travail, qui n'est pas en lui-même un risque, mais la manière de l'organiser. Et si on commet des impairs et des dysfonctionnements dans ce cadre-là, et si par nécessité ou par abus, on organise le temps de travail de façon à ce que ça soit antinomique avec la physiologie humaine en général et les organismes vivants aussi, on peut donc se retrouver devant des situations qui peuvent dégrader le fonctionnement de ces organismes vivants et donc l'organisme humain aussi. Alors du coup, on se retrouve avec une situation où c'est nous-mêmes qui créons les conditions d'organisation qui vont peut-être, si on commet les impairs dont je viens de parler, entraîner des difficultés chez les travailleurs en particulier, puisque c'est à eux qu'on s'adresse, nous. Et si on veut étudier les horaires de travail, l'organisation temporelle du travail, on est obligé de passer par une case qui s'appelle la chronobiologie. Donc, on va aussi dire 2-3 mots de la chronobiologie parce que tout tourne autour de ça. C'est en fait l'organisation des êtres vivants, biologie, hein, des êtres vivants, du vivant, en fonction du temps. Et l'organisation temporelle du travail rentre dans ce cadre-là. Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'à la fin de ces 2 séances de cours, vous puissiez être capable de retenir au minimum ce que je viens de mettre sur cette plaque. C'est-à-dire pouvoir définir la chronobiologie, citer quelques applications, quelques implications de celle-ci dans le monde qui nous entoure, de pouvoir définir ce que c'est que travailler en horaire atypique et puis être capable de ressortir ce que veut dire le travail posté ou le travail de nuit, être capable de connaître les différents types d'organisation du temps de travail, de pouvoir identifier les contraintes liées au travail en horaire alterné et leur effet sur la santé, de reconnaître ces effets justement sur la santé, de reconnaître les effets du travail en horaire atypique sur la vie sociale des travailleurs, de pouvoir être en capacité de citer les contre-indications au travail en horaire atypique, puisque il faudra écarter un certain nombre de gens. Rappeler évidemment les grands principes d'aménagement du temps de travail pour éviter qu'il y ait une altération de la santé des travailleurs, et enfin d'être capable de mettre en place un programme de surveillance de la santé des travailleurs qui sont soumis aux horaires atypiques. Vous voyez donc que c'est tout un programme et tel que les objectifs sont assignés ici, ça veut dire qu'il faudra dans les différentes étapes de cette conférence, double conférence, pouvoir traiter et mettre les éléments essentiels de chaque objectif. Alors, on va commencer par donner quelques notions sur la chronobiologie. C'est tout un module normalement, pas une petite partie de cours qui concerne cette science, puisqu'il y a des gens qui y ont consacré toute leur vie de chercheur, par exemple. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait une histoire avec le temps et les êtres humains, les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, les plantes, tout le monde, tout ce qui est vivant au niveau de la surface de la Terre a quelque chose à voir avec l'organisation en fonction du temps. Et c'est pour ça que l'on s'est rendu compte que l'activité de tout système vivant varie de façon cyclique et en fonction du temps. Et on a observé ceci depuis très, très, très longtemps, puisque ça peut remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais en tout cas, depuis plus de 30 ans, voire 40, 50 ans, on a observé les rythmes
Au fur et à mesure de cette observation et de l'intérêt des chercheurs pour cette discipline, qui finalement est devenue une science à part entière, puisque aujourd'hui, on peut parler d'évolution, de développement des éléments en fonction du temps, pratiquement dans toutes les sciences. Dans tout ce qui peut nous intéresser, et il y a une relation avec le temps. Donc, on a regardé de plus près les animaux en laboratoire, on a regardé les hommes dans des conditions particulières, on a observé certaines situations de certains travailleurs tels que les spéléologues, c'est des gens qui vont faire des explorations sous terre, hein, et ils sont donc privés de tous les synchroniseurs connus, c'est-à-dire ils savent pas quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, est-ce qu'on est midi, minuit, et ils ne captent aucun son qui vient de l'extérieur, et on leur enlève les montres, etc. Et on peut les observer dans un environnement qui est isolé de tout. Et c'est comme ça qu'on a fait la preuve par l'absence, si vous voulez, quand on fait des observations par le creux de quelque chose, de l'existence de cette façon cyclique d'évoluer des êtres vivants. Alors, comment peut-on définir la chronobiologie? On l'a défini comme l'étude de la structure temporelle des organismes, de ses altérations et des mécanismes qui en assurent le contrôle et le maintien. Voilà, c'est ce que l'on appelle habituellement, que vous retrouverez dans la littérature, l'horloge biologique. Toutes les fonctions biologiques sont rythmées par le temps. Une même fonction physiologique peut en avoir plusieurs. Donc, quel que soit le paramètre que vous prenez dans un organisme vivant, vous verrez qu'il a une relation directe et qu'il évolue en fonction du temps. D'ailleurs, si on regarde comment les sociétés évoluent et tout ce qui est mis à la disposition des êtres humains évoluant en communauté, on voit bien que dans beaucoup de circonstances, qu'elles soient sociales ou liées au travail ou liées au loisir ou autre, on ne respecte pas forcément ce que la physiologie recommande ou demande. Et en particulier, le temps de sommeil aujourd'hui est quelque chose qui est complètement déréglé, et on le voit, y compris dans les jeux et la présence des écrans autour de nous. Le système de veille-sommeil est complètement désorganisé, entre guillemets, chez les travailleurs ou chez les enfants ou dans les loisirs ou dans les déplacements d'un côté ou d'un autre de la Terre, etc. La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec une qualité de sommeil beaucoup moins efficace et beaucoup moins réparatrice. Et du coup, on peut commencer à se dire si tous les maux qui sont devenus des motifs de consultation, tels que l'insomnie, l'amertume, la mélancolie ou les problèmes d'inattention, le manque de concentration chez les gens, ne sont pas liés à toute cette désorganisation du temps de sommeil et du temps d'activité. Et on le remarquera quand on verra toutes les études, les résultats des études qui sont faites chez les travailleurs qu'on oblige, qui par obligation dans leur métier, dans leur secteur d'activité, sont obligés de faire du travail qui perturbe le cycle veille-sommeil. Et du coup, on a prouvé que ces perturbations étaient liées à ces écarts dans la qualité et l'organisation du sommeil. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque comme premier symptôme chez les gens qui sont soumis au travail de nuit. Le premier élément qui se désorganise quand l'horloge biologique est perturbée, c'est le cycle veille-sommeil, qui est un très bon indicateur de surveillance chez les travailleurs qui sont soumis au travail en horaire atypique avec travail de nuit. Alors, les rythmes dont on parle sont des automatismes qui, on a prouvé, persistent dans un isolement complet vis-à-vis du monde extérieur,
et qui sont totalement indépendants de notre volonté. C'est-à-dire que on, on dort quand notre organisme le décide en dehors de nous, et on est en activité lorsque notre organisme se réveille, et c'est en dehors de notre volonté. Après, l'impact de ce qu'il y a dans notre environnement est réel aussi. Donc, les rythmes de l'horloge biologique à l'état brut sont des automatismes qui persistent lorsqu'on est en isolement complet vis-à-vis de l'extérieur, et ils sont indépendants de notre volonté. Ce sont donc des variations de fonction physiologiques et neuropsychiques. Voilà, on est avec, on les a, ils sont en nous et ils fonctionnent indépendamment de notre volonté. Ils sont synchronisés avec la période de la révolution de la Terre sur elle-même. On a remarqué que tout se passait dans les 24 heures, 24 heures étant le rythme que met la Terre pour tourner sur elle-même, 24 heures. Et ces rythmes-là sont dits circadiens ou nictéméraux, c'est-à-dire qui varient en fonction des 24 heures et en fonction du jour et de la nuit, dans un cycle où il y a un jour et une nuit. Donc, circadien qui vient du latin circa, autour, die, jour, donc ce qui se passe autour du jour. Alors, autour de ces rythmes de base, donc qui varient dans les 24 heures, en fonction de la période de rotation de la Terre sur elle-même, vous avez ce qui est plus rapide et ce qui est moins rapide. Vous avez ce qu'on appelle les rythmes courts, dits ultradiens, qui sont plutôt inférieurs à 24 heures, même inférieurs à 20 heures, et vous avez les autres plus longs, qui sont dits infradiens, où la fréquence est plus basse, et donc les rythmes sont au-delà des 24 heures, voire au-delà de 28 heures. Donc, on a le circadien, l'ultradien, l'infradien. Ça, c'est vraiment le truc basique. Et on voit que lorsqu'on s'intéresse à des fonctions autres, on va retrouver des cycles dont la période est une année, d'autres c'est 12 heures, d'autres c'est 7 jours, et certains en fonction du jour et de la nuit. Et donc, tous les paramètres et les variables qui peuvent être étudiés, on peut leur retrouver leur propre cycle. Alors, chez l'être humain, on a étudié un certain nombre de fonctions et on a retrouvé des rythmes en fonction de l'étage, si vous voulez, auquel on intervient. Si on intervient chez l'individu ou au niveau de l'organe ou au niveau d'une fonction ou au niveau d'une cellule ou au niveau d'une réaction chimique, tous les étages ont été étudiés et certains plus accessibles que d'autres. Vous avez par exemple, on a étudié les rythmes de croissance, les cycles de la puberté, de la reproduction, les variations sur le plan sexuel, la reproduction et autres phénomènes chez l'individu. On a regardé aussi comment évoluent les éléments au niveau d'un organe, comme le cycle de l'alimentation et le repos digestif, ou la révolution du rythme cardiaque et respiratoire, le cycle menstruel chez la femme et les grossesses chez les femmes. La motricité d'un individu, les mouvements naturels et alternatifs de la marche, par exemple, ou autres systèmes, le système nerveux central ou végétatif, le psychisme ou les glandes exocrines, ainsi que tout élément qui a pu faire l'objet de recherches pour un intérêt quelconque, soit pour comprendre une maladie, soit pour comprendre le fonctionnement et la croissance des enfants, etc. Et ça a donné des résultats avec lesquels on pratique aujourd'hui l'art de la médecine ou les systèmes dans l'agriculture ou autres. En tout cas, on s'est rendu compte que les végétaux comme les animaux ont des cycles et ils ont des synchroniseurs, c'est-à-dire des éléments extérieurs qui peuvent donc influer sur ces rythmes biologiques. Et chez les animaux et les végétaux, c'est toutes les alternances auxquelles elles sont
où ils sont soumis, tels que le jour et la nuit, la lumière ou l'obscurité, le chaud ou le froid, sont des synchroniseurs chez les animaux et les végétaux. Alors chez les humains, on prend en compte ces synchroniseurs-là, qui font partie de notre environnement, et on va y ajouter les synchroniseurs socio-économiques, toutes les alternances, genre activité, repos, bruit, silence, euh, etc., que l'on a introduit de manière artificielle, enfin artificielle, c'est-à-dire avec la main de l'homme au niveau de notre environnement. Et ces rythmes biologiques peuvent être aussi affectés par un certain nombre d'éléments de la biologie, de l'environnement ou de méthodologie. Les facteurs biologiques qui peuvent influer et qui peuvent affecter les rythmes biologiques sont en particulier l'âge, la puberté, le cycle menstruel, par exemple, les facteurs environnementaux, tous les synchroniseurs qu'on vient de citer, les facteurs méthodologiques, c'est-à-dire ce qu'on introduit sur le plan social, tels que le travail posté, les vols transméridiens ou l'installation de pathologies chez un individu. Il y a aussi, comme les facteurs qui affectent un rythme biologique, des facteurs qui permettent d'ajuster l'ajustement des rythmes biologiques. Alors là, c'est en particulier l'importance de l'écart. Quand il y a une variation de moins de 4 heures, on ne sent pas d'effet notable, mais lorsque la variation va au-delà de 5 heures, on commence à ressentir les effets. C'est-à-dire un pilote qui fait un vol où le nombre de fuseaux horaires est moins de 4 heures, le décalage horaire est moins de 4 heures, il ne va pas ressentir les effets du décalage horaire. Alors que si le décalage horaire dépasse 5 heures, il va avoir des effets. Le sens du déplacement va jouer. Quand on va de l'est à l'ouest, c'est pas la même chose que lorsqu'on va de l'ouest à l'est. La brutalité du changement, plus vite le changement se fait, plus grosses seront les difficultés. Les difficultés d'adaptation individuelle, donc le facteur individuel, la sensibilité individuelle intervient aussi. Et enfin, la variable sur laquelle enfin celle qui est étudiée ou observée, il y en a qui varient, qui subissent très vite l'effet du décalage et d'autres beaucoup moins. Alors, la vitesse d'ajustement, de quelle manière l'organisme peut s'adapter à ce qui se passe comme changement au niveau de cet organisme à cause du décalage horaire, enfin de la perturbation de l'horloge biologique, eh bien, l'ajustement dépend d'un certain nombre d'éléments. Le sujet lui-même peut avoir des éléments où on a des variables qui changent parce que les rythmes des variables qui sont prises en considération n'est pas le même. Le rythme veille-sommeil, par exemple, ne revient à la normale qu'au bout de 3 ou 4 jours. Alors que le rythme de la température, il lui faut 1 à 2 semaines. Celui du cortisol, 2 à 3 semaines. Ça, c'est chez un même sujet. Lorsqu'on s'intéresse à des variables différentes, on peut avoir des ajustements différents. Et évidemment, d'un sujet à un autre, on peut aussi avoir des différences puisqu'on a dit que la susceptibilité individuelle intervenait et l'état de santé, la présence de pathologies, etc., peut avoir une influence sur cet ajustement. La durée de l'ajustement au nouvel horaire va aussi dépendre du sens de la rotation. C'est-à-dire, est-ce que ce que je vous disais, d'est en ouest ou d'ouest en est, ça va pas se passer de la même manière. Vous aurez remarqué que quand je parle d'est en ouest ou d'ouest en est, c'est l'écoulement du sens du temps. C'est-à-dire quand vous partez dans le sens du temps, vous avez moins de problèmes que si vous faites l'inverse. Oui, donc l'ajustement est plus rapide après un retard de phase du synchroniseur, c'est-à-dire quand vous allez de l'est vers l'ouest, qu'après une avance de phase lorsque vous revenez de l'ouest vers l'est. Et on l'illustre
dans la littérature par le fait qu'on aille de Paris à New York, Paris étant le départ de l'Est vers l'Ouest, qui est New York, ou de New York vers Paris, c'est-à-dire de revenir de l'Ouest vers l'Est. En fait, la durée est plus courte lorsque vous partez de Paris vers New York. Quand vous partez de Paris vers New York, vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous revenez de New York à Paris, vous êtes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le fait d'être dans le sens inverse de l'écoulement du temps demande une durée plus longue pour se rétablir du décalage horaire. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Oui. Très bien. Je continue par justement l'illustration de ce que l'on appelle le syndrome du jet lag. Je vous le mets là tout frais, juste après l'explication. On aurait pu laisser comme un exemple de la désynchronisation de l'horloge biologique, mais juste après avoir parlé de ces déplacements de l'Est vers l'Ouest, de l'Ouest vers l'Est, qu'est-ce qui se passe justement chez les personnes qui sont atteintes du syndrome du jet lag? Le jet lag, c'est un ensemble de symptômes qui résultent de l'adaptation de l'organisme à un nouvel horaire lors de voyages transméridiens aériens. Je précise aérien parce que c'est les plus rapides. Plus le voyage est fait lentement, moins vous aurez d'effets à l'arrivée, puisqu'au fur et à mesure, vous allez vous habituer. C'est-à-dire, voyager par mer est beaucoup moins coûteux sur ce plan-là à l'organisme que le voyage par avion. Donc, lorsque vous faites un voyage transméridien aérien, vous avez la possibilité de souffrir du syndrome du jet lag lorsque ces fuseaux horaires dépassent 5 heures. Voilà, 5 fuseaux horaires. Les signes cliniques, c'est d'abord des troubles du sommeil, diminution de la durée du sommeil, difficulté d'endormissement, réveil précoce, éveil en cours de la nuit. Et paradoxalement, vous aurez de la somnolence diurne. En fait, vous n'avez pas encore inversé vos nuits. Et du coup, vous souffrez de troubles du sommeil parce que les gens chez qui vous arrivez la nuit, alors que vous êtes, votre organisme a l'impression qu'il est encore qui fait encore jour, vous allez souffrir de ce type de symptômes. En plus, vous pouvez être anxieux, vous pouvez même développer des signes de syndrome dépressif, vous êtes irritable, vous avez une diminution des performances cognitives et sportives et vous pouvez souffrir de troubles gastro-intestinaux. Le traitement, on peut donner des médicaments tels que des hypnotiques ou de la mélatonine et ça aide à régler ces désagréments liés à ce décalage horaire. Et puis, surtout, quand on respecte un certain nombre de conseils d'hygiène de vie, tels que, pour ceux qui peuvent préparer leur voyage, ils vont s'ajuster avant de partir. C'est-à-dire, 3 jours avant, ils vont rester fixés sur l'horaire si le voyage est juste de 3 jours, ils vont s'entraîner à rester fixés sur l'horaire de départ. Ils ne changent pas leur vie telle qu'elle est de là où ils partent. Et donc, 3 jours, ils n'ont pas le temps de désorganiser l'horloge, de la réorganiser et donc de souffrir du jet lag. Et ils arrivent, ils restent comme s'ils étaient encore chez eux et qu'il n'y a pas eu de décalage et ils reviennent rapidement au bout de 3 jours. Ils restent fixés, leur horloge biologique reste fixée sur les éléments de départ. Sinon, si le voyage doit être plus long, ils vont renforcer les synchroniseurs sociaux et se mettre à l'heure d'arrivée de là où ils vont aller dès qu'ils embarquent dans l'avion. Comme ça, ils sont psychiquement préparés à l'horaire qu'ils vont trouver là-bas, et donc la souffrance liée au syndrome du jet lag va être beaucoup moins présente et ils ne donneront pas le temps à
à leur horloge biologique de se désorganiser. Enfin, on conseille aux personnes d'éviter de faire la sieste. Sur le plan alimentaire, on leur donne quelques conseils diététiques, éviter l'alcool, gérer la consommation de café, pratiquer une activité sportive dans les périodes où la vigilance est difficile à soutenir, utiliser la lumière. Un écran à haute intensité donne une adaptation 3 fois plus rapide, à défaut d'utiliser la lumière naturelle, que l'on peut bien sûr utiliser. Et puis, quand on voyage vers l'ouest, essayer de s'exposer à la lumière le soir et l'éviter le matin. Voilà, une hygiène de vie qui vous prépare à éviter les désagréments liés aux problèmes du jet lag. J'espère que parmi vous, il y en aura qui auront l'occasion de faire des voyages de plusieurs fuseaux horaires, voire supérieurs à 5 heures, pour pouvoir tester ce que je suis en train de dire. Alors, je disais aussi que dans le cadre des désagréments liés à la désorganisation de l'horloge biologique, le premier système qui va souffrir, qui va être perturbé par ces horaires qui peuvent entraîner des problèmes de désorganisation de l'horloge biologique, c'est le rythme veille-sommeil. Je vous rappelle quand même au passage les 5 stades du sommeil normal que vous pouvez développer en relisant ces éléments, mais un élément important, c'est que le sommeil est constitué de 5 stades. Ces 5 stades se succèdent les uns après les autres au début de la nuit, à partir du stade 1 jusqu'au stade 5. Mais quand on arrive aux 2-3 derniers, c'est-à-dire quand on est bien après le sommeil confirmé, on refait des cycles qui nous permettent d'arriver au stade 5 beaucoup plus rapidement, voire à certains horaires dans la nuit, rester dans des passages du stade 4 au stade 5 de manière beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui permet de faire comment on peut appeler ça, un stock de sommeil paradoxal, parce que c'est celui-là qui nous permet de réellement réparer toutes les fatigues nerveuses de la journée. Donc, la physiologie du sommeil normal se fait comme le montre cette plaque. D'abord, stade 1, phase de somnolence ou d'assoupissement. Stade 2, sommeil confirmé. Stade 3, transition vers le sommeil profond. Stade 4, sommeil profond. Stade 5, sommeil paradoxal. Et c'est quand on est privé de ce dernier que la possibilité de se réveiller avec la sensation d'avoir eu un sommeil réparateur, etc., et d'être en forme au réveil, que les choses vont se dégrader au fur et à mesure que l'on perd sur cette partie-là du sommeil. Alors, quand on travaille la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le fait de travailler la nuit, ça veut dire qu'on nous demande de travailler pendant que tout notre système est désactivé. Nous sommes en période de désactivation physiologiquement, psychiquement, tous les éléments sont débranchés. Cet état va précipiter la quantité ou le degré de fatigue, et on va se retrouver dans ce qu'on appelle une espèce de trou de vigilance, de qualité de la vigilance, de qualité de tous nos réflexes entre 1h et 3h du matin. En fait, quand vous travaillez la nuit, on va vous demander d'être actif, actif quand vous avez besoin physiologiquement de sommeil, et d'être endormi, alors que
tout votre système est en alerte pour que vous soyez vigilant. Donc, le travail de nuit, c'est de dormir en période d'activation, donc sans pouvoir purger complètement la fatigue. Et on s'est rendu compte que moins d'une heure pour l'équipe du matin, le lever précoce ampute le sommeil de son stade terminal, c'est-à-dire le sommeil paradoxal dont je vous parlais il y a un instant, moins de 2 heures pour l'équipe de nuit, et on cumule le déficit en sommeil paradoxal se cumule, c'est-à-dire que si vous travaillez plusieurs nuits consécutives, vous allez comme ça cumuler les déficits et avoir de plus en plus de mal à vous endormir. Alors les gens ont l'impression de s'être habitués, alors qu'en fait ils sont en train de perdre et de se désorganiser au niveau de leur horloge biologique. Alors, qu'est-ce qui aggrave, les facteurs qui aggravent le fait de travailler de nuit? Les facteurs aggravants de la charge de travail nocturne, c'est la nature du travail lui-même, le type de travail qu'on va faire, le fait de prendre des médicaments, par exemple. Alors, le type de travail, plus vous avez affaire à du travail perceptif, mental, plus vous aurez de difficultés à supporter le travail de nuit. Et la fatigue mentale n'est pas suffisamment réparée par le sommeil de jour et du coup, le cumul de fatigue va vous entraîner vers la surfatigue qui est parfois à l'origine d'accidents du travail, de développement de maladies, etc. La prise de médicaments, on va très vite se retrouver dans des pratiques qui ne sont pas bonnes pour la santé, c'est-à-dire se retrouver obligé de prendre un somnifère pour dormir le jour et de prendre des stimulants pour rester éveillé la nuit. Et du coup, ces éléments combinés vont aussi contribuer à l'apparition de pathologies qui leur sont propres et qui vont ajouter aux difficultés de ces aggravations liées au travail de nuit. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de travail posté, lorsqu'on parle de travail de nuit, on aura affaire à des travailleurs qui vont déplacer dans le temps les phases d'activité et les phases de repos sur l'échelle des 24 heures. Et du coup, ça va entraîner des changements de phase des synchroniseurs. Et à partir de là, évidemment, vous aurez des perturbations de l'horloge biologique. On ne peut pas ne pas souligner ce qui se passe chez ces personnes-là, puisque vous aurez des gens qu'on traitera de tolérants et d'autres d'intolérants. Il y a une histoire de tolérance et d'intolérance au travail posté et au travail de nuit. Ça varie d'un sujet à un autre et ça dépend de l'amplitude circadienne du rythme biologique concerné et qui va entraîner des perturbations ou pas chez les gens qui sont soumis à ces rythmes-là. Alors, on a remarqué par un certain nombre d'études qui ont après conclu au même résultat, c'est que quelqu'un qui est tolérant, c'est-à-dire qu'on retrouvera la tolérance, c'est des gens qui ont une structure temporelle très résistante et où il n'y a pas de dissociation entre le système d'oscillateur et la désynchronisation interne. C'est-à-dire des gens qui vont arriver à maintenir leur système malgré les perturbations externes ou les facteurs externes qui peuvent avoir à influer. Alors que l'intolérance est tout de suite perceptible chez les gens qui ont une structure temporelle fragile et que la désynchronisation interne ajoutée à la sensibilité individuelle va contribuer à montrer très rapidement les signes d'intolérance à la perturbation de l'horloge biologique. L'horloge biologique va rapidement
céder devant les coups de boutoir des différents éléments qui entraînent des perturbations physiologiques de l'horloge biologique. Quels sont aussi les éléments qui peuvent favoriser ou perturber l'horloge biologique? C'est les rotations. On a remarqué aussi, grâce à des études, en particulier chez les travailleurs postés et qui font des cycles, enfin des postes de nuit, donc ou un travail posté avec quart de nuit, que les rotations rapides ne favorisent pas l'ajustement. C'est-à-dire quand on change rapidement les cycles, que l'on ne prenne pas plus de 3 nuits, de 2 ou 3 nuits consécutives de travail, on ne laisse pas le temps à l'ajustement de se faire. C'est-à-dire qu'on ne décale pas les périodes des différentes variables parce qu'on change rapidement, on fait 3 nuits ou 2 ou 3 nuits, puis on revient à l'après-midi, puis on revient au jour. Et du coup, on ne laisse pas le temps à l'horloge biologique de se désynchroniser. Et donc, on reste avec une horloge biologique qui fonctionne. Vous verrez plus tard que c'est pas un gage de tolérance. C'est pas un gage d'acceptation, pas de tolérance. Parce que la tolérance, je viens de vous la définir différemment, mais c'est pas un gage d'acceptation chez les travailleurs, le fait que la physiologie n'est pas perturbée. Des fois, les choix des humains se font à l'encontre de leur physiologie. Donc, on a remarqué donc que le fait de faire des rotations rapides ne favorise pas l'ajustement. La perturbation du sommeil est plus grande quand le nombre de nuits travaillées est supérieur à 3. Donc, quand vous allez au-delà de 3, vous commencez à vous installer dans une configuration qui peut entraîner des perturbations du sommeil. Pour maintenir la synchronisation, autorisez 2 à 3 heures de sommeil durant le poste de nuit. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire de rotation rapide, qui sont un facteur qui ne favorise justement, et donc pour garder une horloge biologique qui fonctionne normalement, si on doit aller au-delà de 3 nuits, on va autoriser les travailleurs à prendre quelques heures de sommeil au milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on fait des demi-équipes, on va laisser quelques-uns aller dormir 2 ou 3 heures pendant que les autres travaillent et on fait le truc inverse et on essaye de choisir les horaires où on parle du fameux trou de vigilance, 1 heure, 3 heures du matin, 1 heure, 4 heures du matin. C'est ce temps-là qu'il est de bon temps de partager avec des petites heures de repos au poste de travail. Des fois, on peut installer un lit de camp juste à côté pour que les gens puissent prendre cette heure ou plus de repos et qui permettent de maintenir la qualité de l'horloge biologique, la qualité de fonctionnement. Alors, évidemment, quand on sait tout ça, on se rend compte que l'ajustement circadien des rythmes biologiques d'un travailleur posté en équipe alternante est toujours variable, partiel, fragile. C'est-à-dire, d'emblée, on sait que travailler la nuit est antiphysiologique. Ça, c'est un postulat de base. Il n'y a pas de débat sur le fait que c'est antiphysiologique. Mais quand on est obligé de le faire, on essaye de mettre en place des systèmes qui permettent de rester dans des clous de la physiologie. Et même quand vous arrivez à rester dans les clous de la physiologie, vous êtes dans cet ajustement qui est fragile. Fragile, pourquoi? À cause du fait de travailler la nuit et qu'il y a le terme variable, partiel, fragile. C'est-à-dire que vous pouvez le maintenir, mais il risque de ne pas durer à cause du nombre d'éléments qui peuvent facilement le perturber. Alors, ceci étant un aperçu de ce que l'on peut dire de la chronobiologie.
Alors, je vous ai épargné les détails sur, on l'utilise dans l'agriculture, on l'utilise dans la médecine, on l'utilise dans la pharmaco, dans la thérapeutique, dans la pharmacopée. On l'utilise dans pratiquement tous les éléments. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, que les bronches d'un individu n'ont pas le même calibre à 8 heures du matin et à 8 heures du soir. Et que si on veut traiter un asthmatique, il faudrait qu'on fasse attention à ça. Et que l'effet des corticoïdes sur ces bronches n'est pas le même à 8 heures du matin, à 8 heures du soir, à 10 heures ou à midi. Et du coup, lorsqu'on prescrit, on ne parle plus de prendre tel médicament 3 fois par jour, mais on précise les horaires auxquels il vaut mieux prendre ce médicament. Alors, c'est valable pour les cycles de certaines maladies, c'est valable, vous retrouverez tout ça dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur tout ça. Et le cycle des maladies, le cycle des perturbations physiologiques, biologiques, etc., en fonction des saisons, du moment de l'année, du moment de la journée, de l'horaire auquel on fait ceci ou cela, sont vraiment des réalités qui doivent être intégrées dans le cadre de notre réflexion autour du traitement d'une maladie telle que l'asthme ou de la prise en charge de pathologies du cycle menstruel ou de la reproduction, etc. C'est utilisé aussi bien chez les humains que dans l'agriculture, chez les animaux ou pour les plantes, pour les faire pousser mieux. C'est pour ça que l'on parle de saison, de cycle, etc. Vous ne pouvez pas planter n'importe quand, n'importe quelle plante et la voir pousser correctement. Il faut un certain nombre de paramètres qui sont liés justement au fonctionnement de l'horloge biologique de la plante ou de l'horloge biologique de tel animal et ainsi de suite. La deuxième partie, après avoir planté le décor de la chronobiologie, on va parler de ce que c'est que le travail en horaire atypique proprement dit. Alors, le travail de nuit ou le travail posté et le travail posté sont dits atypiques et ils peuvent, de par leur spécificité, entraîner des risques pour la santé. Évidemment, on voit bien que lorsque l'on parle d'horaire atypique, on parle de tous les types d'organisation du travail, du temps de travail, qui ne sont pas dans le standard. Et on va voir ce que c'est que le standard et ce que c'est que l'atypique. Lorsque l'on parle de standard, on a tout de suite la configuration avec les éléments suivants. Vous travaillez 5 jours réguliers par semaine, du dimanche au jeudi. Vous avez des horaires qui restent dans la tranche 5 heures du matin, 21 heures. Et avec, en fin de semaine, 2 jours de repos. 2 jours de repos hebdomadaires. Là, c'est la semaine standard. Vous êtes dans les critères du travail, des horaires de travail standard. 5 jours réguliers par semaine, du dimanche au jeudi, horaire compris entre 5 heures et 21 heures, avec 2 jours de repos hebdomadaires. Ça, vous êtes dans le typique, dans le standard qui est admis en Algérie. Et j'ai bien pris la semaine algérienne du dimanche au jeudi. Si vous êtes dans un pays où la semaine commence le lundi, vous direz du lundi au samedi, non, du lundi au vendredi. Et si vous êtes dans un pays qui commence sa semaine le mardi, vous commencerez le mardi, vous terminerez le 5e jour, ainsi de suite. Et les horaires, la même chose. On considère en Algérie qu'à partir de 21 heures et jusqu'à 5 heures du matin, on appelle ça du travail de nuit. Donc, pour être dans le standard, c'est 5 heures, 21 heures. Et on considère que le week-end en Algérie est de 2 jours à la fin de la semaine.
je peux être plus large en disant 2 jours de repos hebdomadaires parce que vous pouvez prendre certains métiers où le repos hebdomadaire n'est pas pris le samedi, le vendredi et le samedi. Il y en a qui prennent un repos hebdomadaire différent, décalé. Je ne sais pas, moi, vous avez par exemple des organismes qui travaillent le samedi. Donc, ils prennent jeudi, vendredi. Vous avez comme ça des décalages, mais en général, vous avez 2 jours de repos hebdomadaire. Ça veut dire que lorsque vous allez faire une visite d'atelier, une visite d'entreprise, une étude de poste, n'importe quelle intervention sur le terrain, quand vous devez préciser les horaires de travail, vous devez préciser de quel type de semaine, à quel type de semaine vous avez affaire. Vous avez affaire à la semaine standard ou à la semaine atypique. Et si c'est la semaine standard, vous précisez les horaires. Et si c'est la semaine atypique, vous précisez de quel type d'organisation, à quel type d'organisation on a affaire. Alors là, je vous ai pris ce tableau que j'ai emprunté à l'INRS, que j'ai mis à la sauce algérienne, qui vous compare la semaine standard et la semaine atypique. Comme ça, vous avez les différents éléments qui définissent et qui caractérisent ce que c'est que la semaine standard et ce que c'est que la semaine atypique. Les éléments qui sont pris en compte, ce sont les horaires, les jours travaillés, l'amplitude de la journée, la structure de la journée, le rythme du temps de travail. Et on va comparer la semaine standard et la semaine atypique. L'horaire dans la semaine standard est de 7 heures, entre 7 heures et 20 heures, pour ne pas exagérer en disant 5 heures du matin, 21 heures. Mais enfin, on peut considérer que l'horaire est de 7 heures à 20 heures ou de 5 heures à 21 heures. Dans la semaine atypique, de 21 heures à 5 heures du matin, c'est compris parce que c'est là, dans les semaines atypiques, qu'on peut retrouver le travail de nuit. On peut avoir différents types d'horaires, mais on y ajoute en particulier la possibilité de travailler la nuit. Donc, au-delà de 21 heures et avant 5 heures du matin. Les jours travaillés, 5 jours du dimanche au jeudi lorsqu'on est dans la semaine standard. Dans la semaine atypique, le nombre de jours peut être variable. Le samedi et le dimanche ou les jours fériés peuvent être compris dans la semaine de travail. Parce que par exemple, quand vous faites le 3x8 continu, qui est du travail posté typique, standardisé, connu, mais dans la semaine atypique, vous n'arrêtez pas le week-end, vous n'arrêtez pas le vendredi et le samedi ou les jours fériés, vous avez des systèmes de compensation qui sont différents en fonction du nombre de jours de rotation, etc. Ensuite, vous avez l'amplitude de la journée. Elle est de 8 heures dans la semaine standard. Dans la semaine atypique, elle peut être en deçà de 5 heures ou au-delà de 8 heures. Vous pouvez travailler 9h30 ou 12 heures en fonction de l'organisation temporelle qui a été décidée au niveau de votre structure. La structure de la journée, dans la semaine standard, la durée est continue avec une pause déjeuner entre midi et 13 heures. Alors que dans la semaine atypique, on peut avoir du temps morcelé, fragmenté par des coupures et des durées variables. Prenez par exemple une caissière de supermarché, elle peut travailler de 5 heures du matin à 10 heures, rentrer chez elle et revenir pour travailler de 22 heures à minuit. C'est une manière d'organiser le temps parce que on considère que les moments où il y a le plus de monde, c'est très tôt le matin et le soir, et on a besoin d'avoir du monde au niveau des caisses de supermarché, par exemple. Le rythme du temps de travail, pour la semaine standard, c'est 5 jours travaillés et 2 jours de repos en fin de semaine. Alors que pour la semaine atypique, il peut être régulier, cyclique
tels que l'organisation du travail posté en 3x8, 2x12, etc., ou alors irrégulier. C'est pas quelque chose qui répond à un standard particulier. On organise le temps de travail des travailleurs en fonction de la demande du secteur de travail dans lequel ils sont. Et donc, c'est ainsi que l'on peut trouver un nombre incalculable de façons d'organiser le temps de travail. Et il vous suffit de regarder si vous vous êtes amusé à poser la question aux travailleurs d'un hôpital, l'hôpital dans lequel vous êtes d'ailleurs, vous pouvez poser la question à tous les travailleurs qui viennent vous voir en VP ou en VS ou en accident. Ils vous donnent leur organisation du travail. Eh bien, jusqu'à présent, personnellement, je suis pratiquement incapable de vous dire combien d'organisations du temps de travail il y a au CHU de Nimsus. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et à chaque fois, on est surpris de la manière dont les gens sont organisés pour travailler. Mais vous avez des gens qui travaillent en horaires normaux, mais vous avez une multitude d'organisations à côté. Des gens qui travaillent 24 heures, qui se reposent 48 heures, d'autres qui travaillent 12 heures, qui se reposent un jour et 3 jours, d'autres. Mais une multitude de façon de s'organiser. Des gens qui sont en poste fixe la nuit, d'autres qui sont en poste fixe de jour, et c'est des journées de 12 heures au lieu que ce soit des journées de 8 heures, d'autres qui font des journées de 16 heures, d'autres qui font enfin, il y a une multitude de possibilités d'organiser le temps de travail et évidemment, le mieux, c'est de poser la question individuellement à chaque travailleur, en particulier, par exemple, dans une structure hospitalière où l'organisation temporelle du travail est en fonction de l'activité, de l'organisation de l'activité des différents services. Vous avez bien noté tous ces éléments qui définissent la semaine standard et la semaine atypique. C'est important parce que c'est à partir de là que vous devriez jongler, je dis bien jongler, avec la terminologie et les éléments qui constituent votre vocabulaire dans la prise en compte de l'organisation temporelle du travail. Vous verrez que dans les différents documents que je vous enverrai une espèce de lexique, de dictionnaire d'un certain nombre de mots dont les définitions doivent vous être complètement familières et qui sont importantes pour bien maîtriser l'organisation temporelle du travail, en particulier le travail posté et le travail de nuit. Alors, évidemment, j'ai cherché, mais c'est ce que je vous disais tantôt, que je n'avais pas vraiment de chiffres pour l'hôpital, vraiment pour tout le pays, mais on sait que l'industrie, les services, le tertiaire sont des secteurs où on a une multitude d'organisations de travail avec du travail posté ou des horaires atypiques dans les hôpitaux, la protection civile, la communication, les professions de santé ou du social, ou chez les policiers, les douaniers, les employés du commerce ou l'hôtellerie et la restauration. Ce sont des secteurs où l'activité demande des organisations temporelles du travail particulières et on va en trouver de multiples. Par contre, j'ai retrouvé un chiffre qui date de 2012, mais il doit y en avoir de nouveaux. Ça vous donne une idée qu'en France, par exemple, en horaire atypique, on retrouverait pratiquement 2 salariés sur 3. C'est énorme. En horaire atypique, 2 salariés sur 3. Qui font du travail de nuit, plus de 15% de la population de salariés. C'est dire que l'idée que le travail posté allait disparaître dans les années 70 et que la robotisation allait nous débarrasser
et du 3-8 continu, etc., eh ben, elle est complètement abandonnée, elle devient obsolète parce qu'on a vu justement se multiplier, grâce ou à cause de la mondialisation, les horaires atypiques. Quand vous avez affaire à des entreprises qui doivent se parler et qui sont d'un bout à l'autre de la planète et qui n'ont pas le même jour et la même nuit et le même horaire, fatalement, vous allez retrouver d'un côté comme d'un autre des gens qui vont travailler à des heures impossibles, enfin à des heures impossibles, à des heures qui ne sont pas dans le standard. Et ça fait partie de l'organisation du travail aujourd'hui et dont nous, médecins du travail qui sommes chargés de la santé des travailleurs, on doit se préoccuper. Alors, quand on parle d'organisation temporelle atypique ou horaire atypique, on va parler de beaucoup de choses. On parlera de travail en horaire atypique structuré, tel que le travail posté, 2x8, 3x8, etc., 2x12 ou autre. Mais on parlera aussi de travail en horaire atypique non structuré, c'est-à-dire la caissière qui vient très tôt le matin et très tard le soir, ou le chauffeur long courrier qui vous fait des amplitudes pour faire ses 2000 ou 3000 kilomètres de manière entrecoupée dans les 24 heures. Il conduira de nuit, comme il conduira au petit matin ou dans la journée, tout dépend. Donc, vous voyez que quand on parle d'horaire atypique, il y a une espèce de catégorisation en structuré, non structuré, mais en fait, c'est ce qu'on rencontre tous les jours dans les entreprises que nous prenons en charge. Mais ne jamais oublier que quand on parle de travail posté, qui sont des horaires atypiques structurés, il y a du posté avec travail de nuit et du posté sans travail de nuit. Quand vous faites du 2x8, vous ne faites pas de travail de nuit, vous arrêtez avant 21 heures, alors que quand vous faites du 3x8, qu'il soit continu ou discontinu, il y a un poste de nuit. Mais vous pouvez aussi avoir le travail de nuit tout seul, dans les horaires atypiques non structurés et dans les horaires atypiques structurés, mais aussi du travail de nuit seul. À l'hôpital, il y a des travailleurs qui sont en horaire de nuit fixe, poste de nuit fixe. Ils vous font du 19h, 7h du matin, pendant toute leur vie professionnelle. Ils n'alternent pas avec quelqu'un qui, lui, fait 7h du matin, 19h. Vous avez celui qui est en jour fixe et celui qui est en nuit fixe. Et c'est parfois des équipes complètes. Si vous allez dans le service de pédiatrie où il y a la néonatologie avec les couveuses, vous avez une équipe de nuit, ils sont fixe, et une équipe de jour fixe. C'est pas le même groupe de travailleurs qui tournent autour des couveuses. Non, vous avez une équipe de nuit et une équipe de jour. C'est donc très important quand vous faites vos visites d'ateliers, de postes ou de connaissances d'une entreprise, de bien préciser à votre interlocuteur au niveau de l'entreprise de vous donner l'organisation temporelle de travail. Et je donne le terme générique exprès pour dire il faut aller dans le détail. Vous avez quel type d'horaire et il doit vous les citer toutes. Et vous confirmerez au fur et à mesure que vous ferez les VP ou les différentes consultations avec les différents travailleurs qui vous donneront la réalité exacte de leur organisation temporelle du travail. Alors, le travail posté représente à ce jour une catégorie importante de salariés qui donc travaillent en horaires atypiques ou asociaux. Cette notion de atypique ou asociaux, quand on la prononce,
rassemble ce que je viens de vous préciser dans les plaques précédentes, mais je le redis quand même. Le fait de parler d'horaires atypiques ou asociaux, on va rassembler un certain nombre d'organisations d'horaires de travail pour lesquelles les plages d'activité sont étendues au-delà de la portion conventionnelle occupant le tiers diurne des 24 heures. Voilà, c'est une définition beaucoup plus globale. C'est-à-dire, à chaque fois que vous sortez de la journée, du diurne des 24 heures, vous êtes dans l'atypique ou la sociale. Une telle définition va regrouper donc aussi bien le travail en horaire fixe ou alternant, ou travail posté au sens strict du terme, que les modalités comportant une flexibilité horaire répondant à des besoins en dehors des heures habituelles. C'est-à-dire que lorsque vous prononcez le mot horaire atypique, c'est tous les types d'organisation du travail qui sortent de la journée de travail normale. D'ailleurs, on utilise le mot normal, horaires normaux ou travail en journée normale, pour dire que le reste n'est pas normal. Il est anormal, il est atypique, il est asocial. Ces trois mots pour qualifier le fait de sortir de l'organisation conventionnelle, physiologique, de travailler dans la journée entre 7 heures du matin, 8 heures du matin et 6 heures du soir, 7 heures du soir, c'est-à-dire le tiers diurne des 24 heures. Voilà. Et il y a tout de suite des secteurs qui vous sautent aux yeux. C'est là tous les services d'urgence, tous les services où il y a une intervention à n'importe quel moment. C'est-à-dire, il peut arriver quelque chose à n'importe quel moment et on doit intervenir. Il doit y avoir des organisations atypiques. Et du coup, on retrouvera les urgences, tout ce qui est dépannage, tout ce qui est travailleurs indépendants et plein d'autres secteurs qui vont s'associer pour plein de raisons. On vous trouvera plein de justificatifs pour lesquels on se retrouve à travailler en dehors des horaires qui peuvent coller à la physiologie humaine. Donc, si on s'intéresse au travail posté strictement parlant, le recours au travail posté a connu une grosse explosion dans les années 50 jusqu'aux années 70, puis on s'en est un petit peu éloigné. On s'est un petit peu éloigné, ce que je vous disais tout à l'heure. On a pensé que les avancées technologiques, la robotisation, la numérisation, etc., vont apporter un tel progrès qu'on n'aura pas besoin de mettre des hommes à travailler la nuit. On peut laisser les machines travailler toutes seules. Mais on s'est rendu compte que l'apport des machines était important. Dans certains secteurs, on a supprimé les postes de travail où on pouvait retrouver des hommes encore debout. Mais on a fait que faire une translation vers autre chose qui nécessitait la présence humaine. Et donc, du coup, on n'a pas supprimé, on a varié, on a multiplié les façons d'organiser le temps de travail, mais on n'a pas supprimé le travail posté ou le travail en horaire atypique. Alors, les nouvelles tendances qui vont se développer pour essayer de maintenir un état de santé assez, comment dire, de bonne qualité. Alors, on a séparé entre les équipes de semaine et les équipes de week-end, par exemple. On a allongé la durée des factions, c'est-à-dire la durée du quart ou du poste, en introduisant le 2x12. Deux équipes qui travaillent 12 heures chacune. Ça permet de s'organiser d'une meilleure manière. La gestion par demi-équipe en autorisant une répartition inégale du personnel selon les heures. Donc, on a innové, si vous voulez, en s'éloignant du dogme
de partager les 24 heures en 3, 3 fois 8, 24, c'est clair, et on met des équipes et on les fait tourner. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire plusieurs types de variantes qui allaient permettre une meilleure qualité de repos, un nombre de nuits moins important, la possibilité d'envoyer les gens en formation, la possibilité de combler le vide lorsqu'il y a des travailleurs qui sont soit en formation, soit malades, la possibilité, enfin, multiplier les types d'organisations pour multiplier les possibilités de maintenir une qualité de vie au travail qui évite l'installation de perturbations de l'horloge biologique, de perturbations et de présence de pathologies qui sont liées en particulier au travail de nuit. Donc, le maître mot, en fait, c'est que la technologie permet de dissocier, c'est pas à tous les coups, mais elle permet de dissocier le temps des machines et le temps des hommes. C'est un confort supplémentaire et qui peut donner des idées d'aménagement qui permettent de gérer les hommes et les femmes euh, qui font le travail avec des horaires de ce type, de les gérer de meilleure manière sur le long terme et de leur préserver leur santé, la qualité de vie au travail. C'est-à-dire, quand on dissocie le temps des hommes et le temps des machines, on arrive, par exemple, que faire fonctionner un atelier en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais avec des équipes de travail postées, discontinues. On peut aménager des parties de la nuit, en particulier, sans salariés. Hein, l'absence de salariés sur un certain nombre d'heures les plus nocives pour la santé des hommes et des femmes. Voilà, donc ça nous donne la possibilité donc de définir des postes de travail, des tâches, des situations où on peut se passer de la présence humaine et donc de préserver le capital santé des hommes et des femmes qui doivent travailler dans ce genre de structure. C'est bien, c'est une belle ouverture, mais on a vu que ça ne résolvait pas tout et qu'on retrouve encore aujourd'hui des systèmes qui ne font pas appel à cette possibilité pour améliorer la qualité des conditions de travail et de vie des travailleurs en entreprise. Et il y a aussi parfois un type de métier où il est impossible de se passer de la présence humaine. Pensez à la garde, par exemple. Pensez à la garde à l'hôpital, je veux dire. La garde à l'hôpital, il faut les médecins, il faut les infirmières, il faut les techniciens, il faut les femmes de ménage, il faut qu'il y ait des équipes d'hommes et de femmes qui doivent prendre en charge les malades qui arrivent aux urgences comme les malades qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'une veille, même si le monitorage est possible grâce à une machine et que la présence humaine peut être diminuée le soir et que l'on se déplace au moment où l'appareil sonne, par exemple. Ce qui n'était pas possible avant. Il fallait faire des rondes régulièrement, rester debout, vigilant, etc. Aujourd'hui, on peut ainsi modifier le système de fonctionnement dans une garde grâce à l'apport des machines, ce qui ne veut pas dire que on branche la machine et on s'en va loin, etc., comme il peut arriver dans certains services où il peut y avoir des difficultés liées à ça. Donc voilà, il y a possibilité d'aménager le temps de travail de façon à ce que la technologie nous permette de dissocier le temps des machines et le temps des hommes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Parfaitement, oui. Parfaitement, super. On continue en parlant de la législation du travail posté, parce que tout ça est réglementé. Mais on va voir que aujourd'hui, la réglementation est dépassée par la réalité du terrain.
tout ce qu'on vient de raconter sur les horaires atypiques, leur foisonnement, etc., eh ben, il y a très peu de choses sur le plan réglementaire qui peuvent nous aider justement à défricher tout ça pour préserver la santé des travailleurs. Et donc, la législation, elle s'est contentée, elle s'est arrêtée en 97, je crois, c'est le dernier texte qui parle encore du temps de travail pour fixer la durée légale de travail. L'ordonnance 97-43 du 11 janvier 97 fixe la durée légale de travail, parce qu'on était à 45 heures, on était à 40 heures, ensuite on est passé à 45 heures, puis on est repassé à 40 heures, donc il a fallu réarranger la loi, et c'est une ordonnance présidentielle, je crois, qui a fixé la durée légale de travail. Mais on va y arriver dans le détail. C'est important de vous dire qu'il n'y a rien sur les horaires atypiques tel qu'on vient d'en dresser le panorama. Il y a tellement de façons de s'organiser sur le plan du temps de travail que la législation n'a pas suivi pour l'instant. Et on ne sait pas trop comment elle va suivre. En tout cas, alors vous y ajoutez maintenant le télétravail et la boucle est bouclée. Et il faut vraiment que le législateur se pose, qu'il regarde un petit peu ce qui se passe sur le terrain et qu'il puisse nous aider avec des textes réglementaires pour qu'on puisse voir un peu plus clair. En tout cas, pour le travail posté, il n'y a que le travail posté par équipe, donc travail posté par équipe, et le travail de nuit qui ont une référence du point de vue de la loi. Alors, cette ordonnance de 97 fixe dans son premier article la durée légale de travail qui sont appliquées à tous les organismes employeurs tels que régis par la loi 90-11, la loi qui est relative aux relations de travail. Voilà, ça, tout le monde doit appliquer l'article 2. La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures dans les conditions normales de travail. Elle est répartie au minimum sur 5 jours ouvrables. Donc, du point de vue légal, partout, on doit travailler 40 heures. Et ces 40 heures doivent être réparties sur 5 heures, sur 5 jours, sur 5 jours ouvrables. Ça veut dire que le week-end, théoriquement, on ne travaille pas quand on travaille dans des conditions normales. Alors, l'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. Avec cet article, ça veut dire on prend les 40 heures, on prend les 5 jours, et à l'intérieur de ça, on peut faire ce qu'on veut. L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés par la convention ou accord collectif. Réunion entre le syndicat et l'employeur et on décide de comment doivent travailler les gens qui sont recrutés. Alors, évidemment, les institutions et les administrations publiques, ça, c'est la voie réglementaire, c'est les décisions de la fonction publique qui nous dictent les horaires de travail. Alors, quand vous voyez ça, ça veut dire que la fonction publique doit sortir un texte pour réglementer le temps de travail à l'hôpital. Je n'ai retrouvé aucun texte qui me parle des horaires de travail des sages-femmes. Travaille 24 heures, elle se repose 3 jours. Je n'ai pas trouvé. Alors qu'il y a une instruction qui dit la garde ne doit pas excéder 12 heures, voire 16 heures quand on est tolérant. Donc, les gardes de 24 heures, ça n'existe pas. Vous voyez Sauf pour les internes, professeur.
Il y a vraiment à boire et à manger dans cette histoire. Donc, c'est pour ça que le peu de texte qu'il y a, vous devez vraiment les avoir sous la main ou les maîtriser pour que vous sachiez où vous mettez les pieds quand vous commencez à décrire les horaires de travail des gens. Si l'employeur, alors normalement, l'hôpital devrait avoir une dérogation pour faire travailler les sages-femmes 24 heures et se reposer 3 jours. Et alors, parce que non seulement c'est des femmes, elles doivent travailler la nuit et elles font des gardes de 24 heures. Tout ça n'est pas précisé dans la réglementation. C'est vrai qu'on vous dit, dans les 5 jours, vous faites la cuisine que vous voulez, mais on sait qu'il n'y a pas de gardes qui doivent dépasser les 12-16 heures. On ne doit pas faire des gardes de 24 heures. Voilà. Donc, il y a comme ça des situations où vous allez vous retrouver vraiment en difficulté, soit pour définir les horaires, les définir du point de vue réglementaire, ou les regarder d'un point de vue de l'impact sur la santé des travailleurs. Donc voilà, l'aménagement et la répartition des horaires se fait à l'intérieur de la convention collective. Donc il faut aussi, qu'en tant que médecin du travail, jeter un coup d'œil sur la convention collective pour savoir qu'est-ce qui est négocié, réglementé et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, au passage, un des rares éléments qui est négocié et qui peut être négocié par les travailleurs en ne prenant pas en compte leur santé, c'est les horaires de travail. Les gens viennent, ils acceptent de travailler la nuit, ils travaillent la nuit et ils font des rotations longues. Et ils n'ont pas, ils ont conscience quand on leur dit, quand on est médecin du travail et qu'on les conseille, ils ont conscience que faire des rotations longues, c'est pas bon pour leur santé. Mais ils vont vous sortir des arguments, et on va les voir un peu plus tard, ils vont vous sortir des arguments comme quoi, moi, me faire tourner tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça m'arrange pas. Je ne peux pas m'organiser sur le plan social. Voilà ce qui est sorti comme argument. Et c'est un argument important pour l'employeur, d'autant que les effets sur la santé, ils vont mettre du temps à s'exprimer. Hein, les troubles du sommeil, on va les supporter au début, on va prendre des trucs, après on va s'habituer. Mais quand il va commencer à y avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'obésité, des problèmes, je ne sais pas quoi, digestifs, tous les problèmes de santé qu'on va décrire plus tard, et le gars, il a 20 ans de boîte, il a 30 ans de boîte, et il est aux portes de la retraite, et on n'a rien prévu pour gérer tout ça. C'est ça qui va quand vous aurez ou que vous avez déjà des choses à prendre en charge dans le cadre de l'organisation temporelle du travail. Donc, ils s'entendent dans le cadre de la convention collective. Il y a aussi les dérogations. On peut réduire ou augmenter le temps de travail parce qu'on sait que dans certains secteurs, il y a beaucoup de travail à certains moments. Le cahier de charge est bien rempli et il est beaucoup moins à certaines périodes où soit l'activité est réduite, soit carrément on arrête de travailler pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Donc, par dérogation, la durée légale hebdomadaire de travail peut être réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, ou augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité. Donc voilà, dans le cadre de la convention collective, on a aussi l'article 4 qui nous permet de moduler le nombre d'heures travaillées. Vous avez des secteurs où les gens ne font pas 40 heures, ils font beaucoup moins. Ils font 6 heures par jour au lieu de 8, etc. Donc, vous voyez, on a une discussion dans le cadre des conventions collectives pour mettre en application ces différents articles de l'ordonnance et de la réglementation. On s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole, on ne peut pas travailler 8 heures, 40 heures par semaine. C'est pas,
Il y a les saisons, il y a quand est-ce qu'on laboure, quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on récolte, etc. Et donc, du coup, c'est une organisation rigide qui ne peut pas fonctionner. Donc, du coup, on fixe le nombre d'heures de travail sur l'année. Et il y a des moments où vous ne travaillez pas. Vous plantez, vous attendez que ça pousse. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous attendez que ça pousse. Donc, dans les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée à 1800 heures par année et on les répartit en fonction de l'activité agricole, de la région, du temps, de l'activité qu'il y a à déployer, etc. Alors, lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l'employeur est tenu d'aménager un temps de pause qui ne peut excéder 1 heure, dont une demi-heure est considérée comme temps de travail dans la détermination de la durée légale de travail effectif. C'est la fameuse demi-heure de pause déjeuner. Vous faites une pause déjeuner. Si vous faites une pause déjeuner d'une demi-heure, c'est du temps de travailler. Elle est payée. Si vous faites une pause déjeuner d'1 heure, il y a une demi-heure qui est payée et une demi-heure qui ne l'est pas. Une demi-heure est considérée comme du temps travaillé et une demi-heure est considérée comme du temps de pause qui est à la charge du travailleur. Donc, théoriquement, les gens qui font une pause d'1 heure et qui commencent à travailler à 8 heures, ils doivent sortir à 4h30. Théoriquement. Donc, la comptabilité se fait de cette façon-là. Alors, après, on passe à un autre texte réglementaire. Donc là, on a parlé de l'ordonnance. Et là, c'est la loi 90-11 qui régit les relations de travail. Et c'est là où on retrouve la définition du travail de nuit. Le travail de nuit, alors, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21h et 5h du matin. Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y afférents, sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. On sait par exemple qu'il y a une rémunération supplémentaire, il y a à quelle heure on commence, à quelle heure on termine. Tout ça, c'est de la négociation. Rien n'est défini au niveau de la réglementation. La réglementation donne une définition générale qui considère que lorsqu'on fait travailler les gens au-delà de 21 heures et en deçà de 5 heures du matin, on est considéré comme étant en train de faire du travail de nuit. Alors, ensuite, elle fixe des interdits et des éléments particuliers pour les jeunes et les femmes. Alors, les travailleurs de l'un ou l'autre des sexes âgés de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit. Il est interdit à l'employeur de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit. Astérix, des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par l'inspecteur du travail territorialement compétent, lorsque la nature de l'activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations. Donc, on suppose que le DRH de l'hôpital, Brimsous par exemple, a une dérogation pour nous faire travailler la nuit. Toutes les dames qui font les gardes le soir sont sous la responsabilité de l'organisme employeur ou alors carrément le ministère de la Santé, quoi. Puisque c'est sur le territoire national et on sait que la profession est très féminisée. Donc, du coup, il faut une dérogation de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour gérer l'utilisation de femmes pour le travail de nuit. Ensuite, toujours cette même loi 90-11 va nous définir le travail posté tel qu'il est défini dans notre réglementation. Elle le définit d'abord parce que l'employeur en a besoin, lorsque les besoins de la production ou du service l'exigent. L'employeur peut organiser le travail par équipe successive ou travail posté. Lorsque les besoins de la production ou du service l'exigent, l'employeur peut organiser le travail par équipe successive ou travail posté. Le travail posté donne droit à une indemnité.
C'est-à-dire que l'heure de travail d'un travailleur posté coûte plus cher que l'heure de travail d'un travailleur en horaires normaux. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué une anomalie. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. Quand vous avez des équipes qui travaillent de jour et d'autres la nuit et qui font et, et qui ont des gardes, etc. Eh ben, on les paye pas on les paye pas de la même façon que s'ils faisaient du travail posté, alors que ils tournent dans le service. Parce que la définition des horaires atypiques, asociaux, tels qu'on en a vu beaucoup de variantes, ne répond pas à la définition stricte telle qu'elle est donnée il faut des équipes alternantes et successives. C'est-à-dire que la rotation, elle se fait avec les éléments qu'on va voir maintenant. Alors, le travail, je reviens à la dia précédente. Alors, l'employeur peut organiser le travail par équipe successive au travail posté et ça donne droit à une indemnité. Ensuite, il y a l'arrêté interministériel de juin 97 qui fixe la liste où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. Et il cite les travaux en équipe alternante effectués de nuit, en tout ou en partie. Je vous donne ces éléments-là parce que chez nous, si quelqu'un fait une demi-heure ou une heure de travail au-delà de 21 heures, vous pouvez considérer qu'il fait du travail de nuit. Alors que dans d'autres législations, les choses sont fixées. Il faut avoir travaillé tant d'heures au-delà de 21 heures pour considérer que vous faites du travail de nuit. On dit bien travaux en équipe alternante effectués de nuit en tout ou en partie. Et on ne spécifie pas la partie. Donc, jusque-là, on a fait les contours réglementaires qui sont très peu nombreux et parfois trop précis, qui vont faire en sorte que la multitude d'organisations en horaire atypique ne va pas se retrouver sur cette réglementation. Et du coup, les employeurs peuvent faire exactement ce qui leur convient. Moi, j'ai vu des organisations, par exemple, où on ramène un travailleur à minuit, on le fait travailler jusqu'à 5 heures du matin, voire 7 heures du matin, le temps que les autres arrivent. Donc, minuit, 7 heures du matin. Et ensuite, il est libre la journée, donc il peut aller faire un autre travail ou n'importe quoi, et revenir à minuit, le minuit suivant. Je n'ai pas trouvé comment définir cette organisation du travail. Parce que minuit, 7 heures du matin, ça fait presque 8 heures de travail. Ça fait pratiquement 8 heures de travail. C'est un travail de nuit fixe. Il n'alterne avec personne. Et c'est dans le tertiaire, c'est-à-dire c'est pas de l'industrie, c'est pas une usine, c'est dans le tertiaire. Et du coup, il n'y a pas vraiment de référent par rapport à tout ce qui peut arriver sur le plan de la santé à une personne qui fait ce genre d'horaire de travail. Ou d'autres qu'on ramène à 18 heures et qui partent vers un peu avant minuit. 18 heures, minuit, ça fait une journée de travail. Hein. Et comment on peut classer ce genre de… Alors,
par excès, à partir du moment où chez nous, on dit travail de nuit, c'est quand vous êtes au-delà de 21 heures, il fait 1 heure ou il en fait 8, on considère que c'est du travail de nuit. Mais après, il n'est pas alternant, il n'est pas fixe, il n'y a pas quelqu'un qui lui succède, rien. Il vient, il fait ses horaires fixes de nuit, sans autre définition. Donc, vous voyez, il va y avoir des limitations très strictes du point de vue de la réglementation et puis des axes de travail sur le terrain qui sont multiples, variés, avec toutes sortes d'organisations dans différents secteurs et en particulier dans le secteur tertiaire où on a très peu de références par rapport à la prise en charge et à la surveillance des travailleurs de ce genre. Ceci étant dit, pour la législation, il nous reste les modes d'organisation, les effets sur la santé et les aménagements. Vous êtes en forme ou pas? Et c'est évidemment effets sur la santé et aménagement, c'est la deuxième partie. Vous voulez terminer celle-là ou on la laisse comme introduction à la prochaine? Il est 4 heures. Aucune idée où la main. On fait la partie. Il y a l'organisation, les faits. Il y a l'organisation, les effets sur la santé et l'aménagement. L'effet sur la santé et l'aménagement, c'est assez long. Donc, c'est la deuxième partie. Hadi, si vous êtes frais dans votre tête, parce que ça, c'est vraiment l'application sur le terrain des définitions et des trucs de comment c'est organisé. On va parler 2 fois 12, 2 fois 8. Il faut vraiment être frais pour retenir et on peut le faire parce qu'après, la pathologie, c'est facile pour vous. Les aménagements, vous faites l'application de le truc. C'est long, la deuxième partie est longue, mais elle est facilement assimilable. Alors que celle-là qui arrive en fin de la législation, des définitions, etc., est quand même assez casse-tête, si vous voulez. Si c'est casse-tête, on la laisse pour Voilà. Alors, je vous souhaite bonne fin d'après-midi et on se retrouve mardi prochain pour la suite. On commencera par l'organisation, donc du travail posté et un peu plus de détails sur les horaires atypiques et ce que ça peut entraîner chez les gens. Et ensuite, on enchaînera sur effets sur la santé et aménagement du travail posté. Sauf si vous avez des questions sur les 3 parties qu'on vient de faire. Chronobio, réglementation et je ne sais plus trop quoi. Législation. Pour le moment, ça va, oui. Voilà. Pour le moment, ça va. Très bien. Ben, écoutez, portez-vous bien. Merci, professeur Idar. Et à bientôt mardi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.